Moi, je peux démontrer n'importe quand, noir sur blanc, qu'en 5 ans, t'es millionnaire. Ah À partir de zéro. C'est intéressant. C'est intéressant, ouais. Aujourd'hui, dans l'émission, on parle d'immobilier, plus précisément comment s'enrichir en immobilier. Je suis probablement pas le seul dans ma situation, j'ai 19 ans, j'ai eu quelques cours au secondaire en économie et ça a vraiment piqué ma curiosité. Par contre, on est resté en surface, c'est pourquoi on a décidé d'aller chercher l'aide de notre expert, M. Jacques Lépine. Bonjour, M. Lépine. Bonjour. Aussi de notre collaborateur Samuel Nadeau. Salut Samuel. Salut David. Donc aujourd'hui, là, en fait, notre mission, c'est vraiment de démystifier ce que c'est que s'enrichir en immobilier. Puis je vais vous laisser vous présenter en premier, M. Lépine. Avec plaisir. Alors, j'ai commencé, moi, en 1983, à investir dans l'immobilier. Un petit peu sur le tard, j'étais pas très vieux, j'avais 32 ans, mais pour moi, je faisais ça sur le tard. J'ai fini mes études universitaires à l'Université d'Ottawa. Et en cours d'études, j'avais acheté une revue qui s'appelait Financial Freedom Report. Et dans lequel il y avait un article qui piquait ma curiosité, puis ça s'appelait How to Wake Up the Financial Genius Inside You. Alors, comment éveiller le génie financier qui dort en vous. OK. Alors, ça a piqué ma curiosité. Et l'article en question parlait d'un monsieur qui travaillait à la bourse, puis qu'il avait bifurqué vers l'immobilier, puis comment est-ce qu'il s'était enrichi. Le but, c'était de vendre son livre à 100 $. Et pour nous convaincre, il disait, envoyez-moi le chèque post-daté de 30 jours, je vous envoie le livre, si tu l'aimes pas, retourne-moi là, puis je te retourne ton chèque non encaissé. Et ça a piqué tellement la curiosité. Je l'ai fait, et j'ai reçu le livre, et je me suis arrangé pour que le chèque passe, parce que j'ai pas retourné le livre du tout. Alors ça a été mon début dans l'immobilier, dans le sens que ça l'a éveillé en moi une passion, parce que quand j'étais arrivé comme étudiant à l'Université d'Ottawa, j'avais pas de logement, et des tours complètes, puis c'était tout plein. La première chose qui m'a attiré mon attention, c'était il y a des propriétaires derrière ça. Mm-hmm. Tout est plein, ils doivent faire de l'argent, ils doivent être très, très riches. Alors, à partir de là, c'est ça qui a éveillé ma curiosité et mon intérêt pour l'investissement immobilier. Mais là, je me demandais comment faire. Donc, ça mijotait. Puis, à un moment donné, dans les années 80, on a vécu une grosse récession, une grosse inflation. Et j'ai profité de l'occasion, d'une certaine façon, pour dire que j'ai commencé à faire des offres d'achat, j'avais pas un sou. Ah ouais? Zéro. J'avais absolument rien. Je me fiais à mon livre en question. Je me dis, fais des offres d'achat. Fait que c'est un bon livre, hein? Tu verras qu'est-ce qui va en résulter. Et à un moment donné, dans cette récession-là, les banques ont commencé à reprendre des immeubles. Et ils voulaient les revendre. Et je présentais des offres d'achat. Et la banque me disait, OK, amène-moi des baux, amène-moi la copie d'assurance et un petit état de revenus et dépenses, projection financière, puis on va dire oui ou non. Et à ma grande surprise, je me souviens sur la 5e avenue à Limoilou, 11e avenue à Limoilou, je fais une offre sur un 9 logements, 95 000. Quand tu penses à combien ça vaut aujourd'hui, là, 9 logements, c'est 9 logements, 95 000. Ouais. Et quelques jours plus tard, la caisse me revient, OK, on peut te financer 105 000 là-dessus. Bon, ben, c'est parfait, c'est ce que j'ai de besoin. Là, je me disais, c'est facile, l'immobilier. Fait que là, j'ai commencé à ce moment-là à faire des offres à profusion, toujours comme ça le disait dans mon petit livre en question. Puis, on appelle ça la technique du shotgun. C'est que j'envoyais une multitude d'offres d'achat, je faisais mes analyses, je demandais les fiches descriptives des immeubles, et je faisais mes analyses et mes projections financières, et je faisais des offres d'achat à la tonne, à grosse quantité, me disant qu'elles ne seront pas toutes acceptées. C'est la loi des mathématiques qui parle. Hein. Ouais, mais... Je faisais des offres ridicules. Là. Mais à ce moment-là, vous n'aviez pas d'argent dans les poches. J'avais rien. On s'entend. J'avais absolument rien. J'avais juste de l'audace, puis à peine des connaissances. J'avais mes connaissances comme comptable. Mais en affaires, j'avais pas beaucoup d'expérience. Le premier immeuble que j'ai acheté, c'est encore là dans mon petit livre, il disait, si t'as pas d'argent, demande à quelqu'un de tes amis qui a l'argent et qui investisse avec toi. Fait que je fais une offre d'achat sur un 5 logements, 55 000 $. D'où là l'importance d'avoir des bons amis. Ouais, ben c'est ça. OK, mais j'avais pas d'argent. Fait que là, je vais voir un de mes clients, je faisais de la tenue de livre, un de mes clients, je lui dis, as-tu 5 000 $? Ça prend 5 000 pour acheter un immeuble. Il dit, non, j'ai pas ça. Ben oui, mais trouve-les. Ouais, OK, je vais parler à ma blonde. Là, il demande à sa blonde avait 5 000. Fait que là, on s'est mis 3. Ça s'appelait les placements immobiliers Fortin Limités. On était 3 actionnaires, dont la blonde qui mettait le cash de 5 000. On était un tiers. Puis on a acheté le 5 logements. Vous vous êtes créé une petite, petite compagnie. Une petite compagnie. Ça a fonctionné, Ça a fonctionné. Vous avez acheté. J'avais un tiers d'un 5 logements, mais j'étais excité au bout parce que j'avais acquis mon premier immeuble. Alors, j'emboîtais le pas. Et là, j'étais comme un maniaque, un passionné. J'étais toujours rendu au bloc pour voir si tout était correct, puis je rencontrais un locataire.
Et par la suite, là, je faisais des offres, puis des offres, puis des offres, puis des offres, puis des offres. Mais sur la quantité d'offres que je faisais, c'est sûr qu'il y en a qui me revenaient accepter. C'est quoi le pourcentage qui marchait des offres? Moi, dans mes normes que je me suis développé, c'est 1,5 de 1%. Okay? Donc, c'est une offre sur 200, avec, au montant où je faisais des offres, une offre sur 200 qui risquait d'être acceptée. En 1991, lorsque la bulle immobilière a éclaté, là, les institutions financières ont appris beaucoup de choses. Okay? Alors, ils ont rajouté des normes de qualification, c'est-à-dire le ratio de couverture de la dette et la valeur économique. Alors qu'avant cette période-là, on ne prêtait que sur la valeur marchande de l'immeuble. Donc aujourd'hui, on a 3 valeurs, le prix payé, la valeur économique et la valeur marchande de l'immeuble. OK. Donc si tu te fies sur la valeur marchande, tu vas être capable de financer à peu près tout ce que tu as. Mais là, les banques, en rajoutant la valeur économique, c'est-à-dire qu'elles ont donné, à partir du flot monétaire, elles ont donné une valeur à un immeuble, à une entreprise. Avant, il n'y avait pas ça. Avant, il n'y avait pas ça. Oh, ouais. Alors, c'était extrêmement facile de financer. C'était juste sur la valeur marchande. Est-ce que c'est faisable pour un jeune de 19 ans comme moi, ou c'est vraiment, faut attendre d'avoir du capital, d'avoir de l'argent dans nos poches? Je dirais qu'il faut, si tu n'as pas de revenus, ça va être plus difficile. OK? Donc, à 19 ans, en théorie, il n'y a presque aucune institution financière qui va vouloir te financer à la base. À moins que tu sois capable de démontrer des revenus ou que tu achètes un immeuble suffisamment gros qui va démontrer une autosuffisance. Donc, si tu prends ce qu'on appelle les PLEX, 5 logements et moins, les qualifications bancaires, aujourd'hui, sont basées sur des ratios ABD, ATD. Amortissement brut de la dette, amortissement total de la dette. Donc, ça représente un pourcentage total par rapport à ton revenu. OK. Il faut que ton total de dette représente un pourcentage de ton revenu mensuel et que l'immeuble acheté représente un pourcentage de ton revenu mensuel. OK. Donc, si tu n'es pas capable de démontrer de revenus, tu ne pourras pas qualifier pour un immeuble. Fait que, première règle, là, c'est, si c'est un job, garde-la. Fais pas le saut. À mon avis, il faut pas faire le saut d'aller en immobilier et dire je vais vivre de ça. Je pense que si on a une job stable, l'important c'est de la garder, avoir une bonne historique à la banque, des entrées d'argent qui rentrent régulièrement. Puis une fois que ce palier-là est atteint, puis là, on peut avoir un thinking différent à dire comment je passe au prochain niveau. Sauf qu'il y a toujours quelques vedettes qui sortent de l'ensemble. Okay? Ouais. Les gens un peu plus agressifs, un peu plus dynamiques, en qui les institutions financières peuvent faire confiance. Okay? Tu sais, quand les parents, mais mettons, c'est des exceptions. Quand les parents ont une business, par exemple, puis là, bon, mais c'est les enfants de ces gens-là, ils ont une relation avec leur directeur de compte, avec leur banquier. C'est ça, c'est plus facile. Fait que, tu sais, on se fera pas de cachette que pour certaines personnes, il y a des chemins plus simples, puis pour d'autres, c'est plus laborieux. Le problème du monde, numéro 1, c'est la recherche d'immeubles. Ça prend du temps. C'est l'étape la plus ardue que de chercher des immeubles. Okay. Donc, si toi, tu as du temps pour chercher des immeubles, il y a plein d'individus qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas le temps pour chercher des immeubles. Donc, tu peux faire des ententes avec des individus comme ça. C'est important ce qu'on vient de dire là, David, parce que c'est une réalité, je pense, qu'on voit dans la vie de tous les jours. Tu sais, t'as des gens un petit peu plus vieux qui ont plus d'argent, mais ils ont moins de temps, ils ont plein d'affaires, ils ont des projets. Puis t'as des gens qui sont plus jeunes, qui débutent, qui ont le couteau entre les dents, qui veulent foncer, mais qu'eux autres, ils ont le temps. Fait que tu sais, de faire les recherches, puis de trouver des deals, trouver des immeubles en bas de la valeur marchande, en bas de la valeur économique. Ouais. Il lève la main, il va voir quelqu'un qui connaît que lui a des sous, peut-être, qui est plus vieux un petit peu. « Hey, j'ai trouvé tel deal, serais-tu intéressé à ce qu'on l'achète ensemble? » Est-ce que tu te considères le parfait exemple? Parce que tu sais, t'as 29 ans, t'es jeune, je pense que ça fait longtemps aussi que t'es dans l'investissement immobilier. Est-ce que je me trompe? Oui, j'ai commencé en immobilier il y a quelques années. J'ai acheté un condo à Miami Beach, durant la crise. C'est un condo qui se détaillait 1,2 million. Puis on l'a payé 409 000 US. Tu dis on l'a payé toi? Moi puis mon père, c'est ça. Okay. Moi j'avais le temps, lui avait l'argent. Puis j'ai dit garde, je te trouve à ce deal-là. Au début il voulait pas là, parce que là il était comme c'est quoi le rapport? C'est what the fuck? Il faut dire que j'ai fait une année d'immersion en Floride aussi. Fait que j'étais là physiquement. Mais tu sais, quand j'ai trouvé le deal, je l'ai présenté à mon père, puis j'ai dit garde, voici les calculs que j'ai faits. Voici, je pense, combien qu'on pourrait le louer à la semaine puis au mois. C'était extrêmement lucratif, puis il a dit go, on y va. Faut continuer dans la ligne de est-ce que ça prend beaucoup d'argent pour partir? Ouais. Ben, la réponse c'est non. Ça me travaille. Je sais comment t'y prendre parce que encore aujourd'hui, je regarde les vedettes que j'ai formées, sans parler du club d'investisseurs, les gens que j'ai formés qui ont pogné la façon de faire et ils mettent pas un sou. Pas un sou. Ils recherchent des Même s'ils ont des sous, ils mettent pas leurs sous. Ils mettent pas un sou. OK? Ouais. Alors, les gens ont confiance en eux parce qu'ils démontrent une compétence, une connaissance. Alors, ils identifient des immeubles où il y a un fort potentiel d'accroissement de valeur.
D'optimisation, de faire monter la valeur. Puis ces personnes-là revendent ces immeubles-là plus cher que Ils les gardent. OK, ils les gardent. Le truc, tu vas t'enrichir en immobilier si tu gardes tes immeubles. Ah. La spéculation, oui, tu vas faire du cash, mais pour moi, c'est un salaire, ça. OK. C'est ça, créer une job. Mais l'accumulation, c'est ce qui est le plus payant parce que avec le temps, ça prend de la valeur. Le prêt diminue, donc il se capitalise, mais ce qui est entre les deux, ça vous appartient. Donc, exemple très simple, si tu achètes pour 1 million d'immeubles, tu finances 1 million, au départ, tu as 0 équité. Mais pendant une inflation de 5 1 million après 5 après une année, donc tu viens de faire 50 000 en augmentation de valeur, et ton prêt, en moyenne, va baisser de 3 par année. Donc, tu vas toujours augmenter. Donc, 30 000 là. Fait que tu viens de faire 80 000 à partir de 0. OK. Ouais. Tu sais, l'immobilier, quand on dit comment on fait pour s'enrichir en immobilier, c'est pas que tu vas avoir nécessairement beaucoup de cash, tu sais, tangible, mais c'est la valeur qui va s'accroître des immeubles. Tu vas chercher ton équité. Okay. Fait que oui, ta dette va remonter. Par contre, tu vas retirer du cash. Puis là, ben, cette dette-là va continuer à se payer avec tes locataires. Fait que tu peux sortir de l'argent. Puis ça, plus t'accumules de logements, plus c'est payant. Absolument. Puis qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui réussissent puis d'autres qui réussissent pas? Parce que, tu sais, les techniques sont bien enseignées. C'est 80% mental et 20% technique. Ah ouais? Alors, même si tu apprends par cœur tout ce qu'on t'enseigne, si tu n'as pas le mental pour réussir, tu ne réussiras pas. Fait que c'est pas juste des maths. Le mental, non, c'est pas juste des maths. Les maths font partie, mais si tu n'as pas le drive, si tu n'as pas le guts d'aller de l'avant, si tu n'es pas un fonceur, tu vas avoir un succès mitigé. Parce que moi, j'ai enseigné à mes 24 000, j'ai enseigné la même chose à tout le monde. Comment se fait-il qu'il y en a qui n'ont rien acheté, puis qu'il y en a qui sont multimillionnaires? C'est le thinking, le mental. Ouais. C'est juste le mental. Des fonceurs. Mais les fonceurs, oui, il y a des fonceurs, mais il y a des fonceurs qui se plantent aussi. Oui, ça peut arriver. Mais quand tu fais tes devoirs de la bonne façon, tu te plantes pas. Puis ça, c'est important que... Hey, c'est une bonne question que tu poses là, parce que oui, il y a des gens qui se plantent, mais l'avantage, quand t'es jeune, c'est que t'as rien à perdre vraiment, là, tu sais. Tu sais, quand t'as pas de maison, conjointe, un bateau, whatever, tu sais, t'as pas grand-chose à perdre. Puis moi, quand j'ai commencé, c'était un peu ça mon thinking. C'était de dire, OK, je suis jeune. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai du temps. Puis 2, j'ai rien à perdre. Si on veut acheter un immeuble à 500 000, finalement, on se plante, on réussit pas à faire une scène avec ça. Il est là le danger, non? Oui, le danger est là, mais comme M. Lépine disait, quand tu fais tes devoirs, parce que les techniques sont relativement simples, je pense que à peu près la majorité des gens peuvent comprendre ces techniques-là. Okay. Tu veux dire qu'une fois que tu as analysé 200 immeubles, là, tu commences à connaître ton marché. Oui. Tu as analysé les revenus. Tu connais les revenus des loyers dans tous les secteurs qui t'ont intéressé. Tu connais le prix des appartements, le prix des bâtisses. Tu connais tout. Tu connais la qualité des locataires, quelle classe de locataires, avec un seul achat. Là, parce que tu en as analysé 200. Fait que donc, plus tu as des connaissances, plus tu vas être en mesure d'attaquer rapidement. OK. Alors, on cherche... C'est un peu comme la loi de la jungle. C'est un peu cruel ce que je vais dire là. Mais le lion, il fait quoi dans la savane quand il veut manger? Il envoie sa femme chasser. Il s'assoit. Il s'assoit puis il observe. Okay, il observe quoi? Il voit un troupeau d'antilopes. Parce qu'il va foncer sur le plus fort des antilopes et il va chercher le plus faible. Il va chercher le plus faible, puis il a son repas d'assuré. L'immobilier, c'est un peu la même chose. Toute entreprise, c'est un peu la même chose. On va chercher des entreprises qui ont une raison de vendre. Okay, des vendeurs motivés. Alors, parce que, je dis motivés parce que c'est pas fait pour tout le monde, l'immobilier. Pourquoi? Okay? C'est une business. OK? Il y a une fausse image sur l'immobilier. Tu achètes un immeuble puis tu attends. Oui, tu attends, mais ça se passe pas tout à fait de même parce que à partir que tu achètes un immeuble, tu as des revenus, tu as des dépenses d'opération. Donc, ça prend une gestion. Et si tu penses que tu vas avoir des immeubles sans faire aucune gestion, oublie ça, vas-y pas. Fait qu'il y en a que ça les dérange de se faire appeler par des locataires. OK? Parce que quand on t'appelle, c'est jamais pour dire « Hey, merci, t'es un bon propriétaire ». On t'appelle pour dire « il y a de quoi de briser ici », puis l'autre locataire est un app. Généralement, à un certain moment, on a des employés aussi. Ça devient vraiment une mini-compagnie, une petite compagnie. Oui, ça peut, mais tu peux en faire un bout de ça va dépendre de la quantité que tu vas avoir, parce que est-ce que tu vas tout donner, le peu de profit que tu fais, à des employés? Alors, tu vas essayer d'en faire le plus toi-même. Et beaucoup embarquent dans cette grave erreur-là, c'est qu'à un moment donné, il faut apprendre à déléguer et savoir que oui, mon coût d'opération va être plus élevé. Mais moi, chaque fois que je touche quelque chose, c'était pire qu'avant que j'y touche. Donc, j'ai arrêté de toucher et j'ai compris que ma force, c'était de chercher des immeubles beaucoup plus que de les entretenir. Donc, je payais. Oui, ma rentabilité par porte était moindre, mais j'allais tellement chercher des bons deals que je faisais mon profit à l'achat. Si j'achetais un immeuble 20% en bas du prix du marché,
Bon, pourquoi il est en 20% en bas du prix du marché? Mais il faut que tu identifies la raison. Une fois que tu as identifié la raison ou le problème, il faut que tu trouves la solution avant même d'acheter. Donc, une fois que tu as tu as trouvé la solution, il n'y a aucun risque d'acheter l'immeuble. Ouais. Mais je pense vraiment que la première affaire, David, c'est vraiment d'aller chercher une éducation. Tu sais, comme le club immobilier, là, je le cite parce que moi, j'ai suivi la formation. Ah oui, OK, c'est la même formation. Ouais, c'est la même formation, OK, c'est ça. Tu as suivi la formation. Ouais, exactement. C'est un de mes élèves. Ah ouais, c'est ça, exact. C'est un de mes gradués. Fait que, tu sais, en ayant cette connaissance-là, tu sais, il y a deux manières de faire, à mon avis, là. C'est que soit tu le fais sur le tas, t'en achètes un puis t'apprends au fur et à mesure puis tu fais tes erreurs puis t'apprends avec tes erreurs, ou soit tu fais une formation puis tu te fais apprendre c'est quoi les erreurs à ne pas faire, les erreurs que les autres ont faites. Tu sauves beaucoup de temps et d'erreurs. Tu sauves beaucoup de temps et d'erreurs. Moi, j'ai choisi cette formation-là, puis tu sais, en passant, c'est pas donné, là. Ça coûte pas 200$ cette formation-là. Par contre, quand t'es prêt à investir le montant que ça coûte se former, ben le montant que tu as payé, c'est un grain de sable par rapport à ce que ça va te donner. Parce que là, tu connais le plan, tu connais les rouages, tu sais comment faire, tu es capable de partir puis de te lancer. T'sais. Puis si tu as le guts de le faire, tu peux devenir très riche assez rapidement. Là. Moi, dans ma tête, les gens en immobilier, à la base, c'est des gens fortunés. Là, on vient de comprendre que pas nécessairement. Pas du tout. Il faut partir du principe, on a tous le même nombre d'heures dans une semaine, 168 heures. OK? Alors, qu'est-ce que tu fais avec ton 168? Il y en a qui sont, pour leur vie, sous le seuil de la pauvreté, puis il y en a qui sont milliardaires. Toujours dans le même 168 heures. Alors, moi, je prends comme modèle ceux qui ont fait le milliard. Et comment est-ce qu'ils ont fait pour le faire, ce milliard-là? Toujours dans le même 168 heures. Ils ont dû s'organiser, ils ont dû déléguer, ils ont fait quelque chose de différent de celui qui reste sous le seuil de pauvreté. La même chose, si tu achètes un petit immeuble, il risque de prendre autant de temps, sinon plus de temps, que d'acheter 100 logements. Parce que quand tu achètes un 100 logements, tu as une équipe en place et toi, tu deviens le gestionnaire. Parce que si tu achètes un 2 logements, c'est toi le gestionnaire, c'est toi le technicien. Tu fais tout, là. Ah ouais. Parce que t'as pas les moyens de payer quelqu'un d'autre. Ah, mais c'est tellement... C'est vraiment intéressant de vous entendre. Ça me ramène dans un livre que j'ai lu qui s'appelle le mythe de l'entrepreneur. Le mythe de l'entrepreneur, tu as le visionnaire, entrepreneur visionnaire, tu as le gestionnaire et tu as le technicien. Alors, c'est quoi le mythe là-dedans? Est-ce que une fois que tu es technicien, puis on voit souvent l'exemple, des gens qui sont techniciens, veulent se partir à leur compte, et première chose qu'on sait, ils se pètent la gueule parce qu'ils n'étaient ni gestionnaire ni visionnaire. Mais il était entouré de monde qui était gestionnaire et visionnaire, puis il a fait la même chose. Alors que lui, il est technicien, puis il tombait propriétaire de l'entreprise, puis il voulait pas faire la gestion, confie ça à quelqu'un qui n'a pas nécessairement les compétences, mais il y a personne qui a le sens de la vision. Ouais. Donc, il y a besoin des deux autres. Et les deux autres ont besoin des deux autres. On peut être les trois. On peut être les trois, mais tu vas te limiter. Parce que si tu es entrepreneur, gestionnaire et technicien, tu fais tout. Ouais, c'est ça. C'est toujours un rapport avec le temps. On va avoir moins de temps dans nos 170 heures. C'est le propriétaire de petite entreprise qui fait les trois. Et pourquoi ça stagne et pourquoi il y a tant de faillites? 95% des entreprises qui démarrent aujourd'hui, dans 5 ans, sont fermées. La raison principale, mauvaise gestion. Parce que la raison principale, c'est tous des techniciens qui veulent se partir à leur compte, qui n'ont pas nécessairement les talents de gestionnaire et qui n'ont aucune vision, sauf leur vision de technicien. Puis David, l'apport au temps, là, tu sais, comme M. Lépine dit, tu sais, il y a 168 heures. Il faut que tu décides comment tu investis chacune des heures. Fait que si tu prends la décision de tout faire en pensant que tu vas sauver de l'argent, à court terme, oui, tu vas en faire plus. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a juste tant de toilettes que tu peux réparer dans un nombre d'heures. Ouais, c'est ça. T'es limité. Puis il y a aussi la fatigue. Ouais, c'est ça, mais pour l'apprentissage, c'est super bon de s'occuper d'un immeuble. Tu vas catcher plein d'affaires, tu vas catcher comment marche la construction, tu vas catcher comment changer une toilette, ça peut t'aider à la maison. C'est une étape importante. C'est une étape importante. Moi, je l'ai faite, c'était pas bon, mais je sais comment ça marche. C'est ça. Mais aujourd'hui, David, faut pas avoir un thinking de dire que je vais en faire le plus possible pour sauver. C'est l'opposé. Qu'est-ce que je peux donner au maximum pour sauver du temps? Faut que ce soit rentable, on va se le dire. Tu sais, s'il rentre 100$, on irait pas donner 125$. Mais tu sais, ne serait-ce que faire moins d'argent, mais de te bâtir une équipe puis de faire travailler des gens autour de toi, des partenaires, des plombiers, whatever. Ouais. Maintenant, tu peux te concentrer sur c'est quoi qui est le plus payant. C'est-tu la recherche des meubles qui est le plus payant? C'est-tu l'achat des meubles? Moi, je pense que oui. Fait que c'est comme ça que t'as des gars que tu regardes, des gars ou des filles, puis Christy, après 2 ans, sont rendus à 150 logements. OK, comment? Puis pourquoi il y a du monde qui commence? Ça fait 2 ans, ils n'ont pas acheté un immeuble ou ils en ont un. C'est parce qu'ils ont trouvé c'était quoi le sweet spot où c'était le plus payant. Ils se sont bien entourés. Ils n'ont pas nécessairement changé de toilette, mais
ils ont mis leur focus à la bonne place, où c'était exponentiel. Puis ils ont eu la vision aussi de le faire, comme dans les 3 personnes, ils ont été aussi le visionnaire, qui je pense, en tout cas, je vous entends parler, je pense que vous êtes quand même 2 bons visionnaires. Là. Si je ne m'abuse, vous avez eu des milliers et des milliers de logements. Ben, à un moment donné, j'avais 1000 appartements. 1000 appartements. Mais c'est beaucoup, là. C'est beaucoup. C'est de la gestion, mais c'est beaucoup. C'est très énorme, mais j'ai pas travaillé 1000 fois plus. Hein. J'ai toujours mon 168 heures dans la semaine. C'est vrai, c'est vrai. Ben oui. C'est pas parce qu'il y a 1000 logements qu'il a travaillé 1000 fois plus. Il a travaillé probablement moins. J'ai travaillé probablement beaucoup moins. Beaucoup moins. Parce qu'il faut pas perdre de vue qu'on veut faire de l'immobilier pour une seule raison, c'est s'enrichir. Ouais. Et se payer une meilleure qualité de vie. Puis avoir du temps, avoir plus de choix. Mais si on n'a aucune qualité de vie, le temps qu'on s'enrichit, on n'en profitera jamais. Ouais, on n'a pas catché à la game. Donc, il faut le faire en fonction immédiatement. Oui, on a été éduqué d'avoir une bonne pension. On fait tout en fonction de la pension. Mais lorsque la pension arrive, on n'est plus capable de rien faire parce qu'on tombe malade et on est trop vieux. Alors, non, mais c'est le vrai. but, c'est d'en profiter au fur et à mesure dans une façon ordonnée, ne pas tout dépenser au fur et à mesure, sans garder pour les vieux jours. Donc, moi, j'ai fait de l'immobilier dans le but de me payer une qualité de vie. Est-ce que vous en faites encore? Ben oui, c'est une passion. Quand tu as une passion, ça ne débarque pas. Ça prend combien de temps vivre de l'immobilier, selon vous, M. Lépine? Ben, il y en a qui ne l'atteindront jamais, en partant. Puis, moi, je dirais que, les plus vite que j'ai vu, vraiment indépendants, c'était à peu près 3 ans. 3 ans. En 3 ans, il était capable de vivre de l'immobilier. Moi, je peux te démontrer n'importe quand, noir sur blanc, qu'en 5 ans, t'es millionnaire. À partir de zéro. C'est intéressant. C'est intéressant, ouais. Comment on fait? Ben, il faut chercher. Le secret, c'est dans le profit se fait à l'achat. Ça dit tout. Si le profit se fait à l'achat, ça veut dire que tu vas acheter soit un immeuble qui est en dessous de la valeur du marché ou un immeuble qui a un énorme potentiel que le propriétaire actuel n'a pas été cherché. On va donner des exemples d'optimisation pour faire monter la valeur. Dans un autre podcast, on va parler de financement. Mais dans celui-ci, je vais quand même emprunter légèrement sur ce podcast-là. Et dans celui-ci, j'ai des exemples de gens qui ont acheté, ici à Québec même, sur l'avenue Vitré, pour ne pas la nommer, 680 000 à 8 logements. OK. Et 3 mois plus tard, les rénovations étaient faites et la valeur de l'immeuble est 1 450 000. 600 000 de plus. Et là, tu vas demander pourquoi. Ils ont mis 200 000 de rénovation. Donc, le coût est à 885 000. Et au refinancement, ils ont allé chercher 1 150 000. Donc, au refinancement, ils ont mis de l'argent dans leur poche. Et ils ont encore 300 000 d'équité dans l'immeuble. Et ils ont gardé cet immeuble. Ils ont gardé l'immeuble. OK? Donc, c'est des accumulateurs. Et comment ils ont fait pour que la valeur, pour le dire à David, comment ils ont fait pour que la valeur monte? Ils connaissaient la valeur du marché. OK? Des appartements qui étaient loués 450 000, alors que face à l'hôpital de l'Enfant Jésus, mis au goût du jour, ça vaut 1000 à 1200 par mois. OK. Fait que les logements étaient sous-loués puis ils n'étaient pas rénovés. C'est ça. Puis, il y en avait 5 de vide sur 8. Alors, la plupart du monde était effrayé de ça. Mais mon gars en question, lui, était excité de ça parce que 5 de vide sur 8, il y avait la porte ouverte pour faire les rénovations sans aucun trouble. Absolument. Pour donner alors, encore plus de valeur. Il a tout rénové ça. Il a changé le système de chauffage électrique, à l'huile, à électrique. Alors, ils ont changé tout l'intérieur. Ils ont mis des armoires neuves, des salles de bain neuves, le couvre-plancher. Ils ont tout repeinturé, changé des murs s'il fallait. Ils ont mis ça au goût du jour. L'électricité aux mains des locataires. Donc, c'est pas le propriétaire qui fait l'électricité, c'est le donc, locataire. Donc, ils ont créé de la valeur et ils le savaient avant d'acheter. J'avais une évaluation au moment de l'acquisition. Et le même évaluateur, il dit, si tu fais tel travaux et tes loyers sont à tel montant, ton immeuble vaut 1 450 000. Wow. Fait que David, il y a une formule à ça. Tu sais, l'augmentation de valeur, là, il y a une formule. La formule, c'est pas rocket science, là. Moi, quand j'ai suivi mon cours, on me l'a donné. C'était quoi la formule? Les banquiers ont une formule très similaire aussi. Okay. Fait qu'une fois que tu connais la formule, tu es capable de faire tes calculs disant, bon, si je mets tant de rénovation, tant de ci, tant de ça, mes loyers vont être à tel montant, voici la nouvelle valeur de mon immeuble. Fait qu'en sachant ça, tu contrôles une bonne partie de l'équation. Fait que là, faut que tu contrôles que, faut que tes rénovations, il n'y ait pas trop de surprises, que tu arrives dans tes estimés puis que les soumissions soient bien faites. Fait que quand que tes rénovations sont faites, tu vas relouer ton immeuble au nouveau prix. Fait que mettons 1200 au lieu de 400. Hop, tu viens de fouler ton immeuble, tu as ta nouvelle valeur, tu cognes à la porte de ton banquier 6 mois plus tard. Monsieur, j'ai fait mes devoirs, tout est fait, tout est rempli. Voici ma nouvelle valeur. Est-ce que je peux refinancer, s'il vous plaît, et aller chercher de l'argent? Avec plaisir. Wow. Ouais. Des fois, c'est pas avec plaisir. C'est vraiment de l'accumulation
On achète des biens, là, la banque a confiance en nous, on peut racheter plus cher, on se refait de l'argent, encore plus d'argent. L'argent est dans l'accumulation. Beaucoup plus que la spéculation, je te le dis. Quand vous dites spéculation... Achat-vente. Achat, rénovation, vente. Achat-vente. Vente à court terme. Okay. Ça, c'est de la spéculation. Je te dis pas... Spéculation, je te dis pas que tu feras pas d'argent, mais tu payes l'impôt tout de suite. Donc, il te reste 50% de ce que tu fais. Parce que tu arrives à 50% de bracket d'impôt assez rapidement. Et lorsque tu vends ton immeuble, si tu le revends, il te reste quoi comme actif? Il y a cash que tu as, mais ton immeuble, il n'y a plus. C'est ça. Tandis que dans l'accumulation, tu reportes l'impôt à plus tard. Si tu refinances le même immeuble, tu as probablement le même cash qui va rester dans tes poches, mais tu as encore ton immeuble qui va continuer à prendre de la valeur et qui va recommencer à se payer. Aïe, OK, mais moi, je pensais vraiment que investir dans l'immobilier, c'était quelque chose de mathématique, qu'il y avait... Tu sais, oui, j'avais conscience qu'on devait prendre des risques, mais que vous me disiez que c'est 80% de minding, de mindset, oui, pardon, j'en reviens pas. Tu sais, il y a une affaire, je pense, un truc de base qu'il faut comprendre, c'est que s'enrichir, à la base, c'est une accumulation d'actifs, puis c'est techniquement une diminution de passifs. Tu veux que tes actifs soient plus élevés que tes passifs. Actifs plus grands que passifs. Fait que, en immobilier, quand tu achètes des immeubles puis qui prennent de la valeur, ben, tu sais, nécessairement, tu as un actif qui va toujours croître, qui va monter, indépendant de qu'est-ce que tu fais. Tu sais, l'immeuble, là, c'est à Québec ou peu importe dans le centre où elle est, most likely, elle va prendre de la valeur. Tu sais. Fait que cette valeur-là, tu travailles pas pour. Tu te lèves pas le matin pour qu'elle monte de valeur, elle monte tout seul de valeur. Fait que c'est comme des pilotes automatiques. Tu sais. Fait que le jour où tu en as plusieurs, ben maintenant, tu te lèves le matin, puis tu sais, à un certain moment, ben tu te lèves chaque matin, puis tu fais 5000$, puis t'as rien fait. Parce que, ben, t'es rendu là, t'es rendu avec un assez gros parc, puis ton 3% de prise de valeur par année, puis ton 3% de repaiement de dette qui se fait que les chiffres font toujours monter. C'est mathématique, puis c'est relativement simple. C'est pas des calculs très, très, très complexes. C'est une accumulation d'actifs, diminution de passifs, il se crée une équité, tu t'enrichis malgré toi, tu te lèves un matin, tu dis, bon, j'ai 1 million d'équité, j'ai 2 millions, j'ai 5 millions. Puis tu sais, on dit des gros chiffres comme ça, mais en immobilier, c'est pas des gros chiffres, ça. Tu sais, c'est des chiffres de base. Tu sais. Fait que pour quelqu'un qui a 19 ans, ayez pas peur d'avoir peur du million, du 5 millions, du 10 millions, parce que ça va très vite. Quand tu achètes un 6 logements, 6, 7, 800 000, ben tu sais, t'es rendu à 6 logements, t'es rendu à 12 logements, puis tu sais, t'es à 1 quelques millions, là, tu sais. Moi, je dirais, entoure-toi de gens à un niveau supérieur à toi. OK. C'est-à-dire que tu vas apprendre d'eux autres. Ils deviennent tes mentors, tes coachs. Si tu te tiens avec des gens qui vont te siphonner, quelque part, là, ton énergie, tes connaissances, tu n'apprendras rien. Oui, ton ego va te flatter, mais tu n'apprendras rien. Mais si tu te tiens avec des gens qui font de l'immobilier ou qui font du commerce, ils ont un thinking spécial et tu vas t'en rendre compte. Le millionnaire mindset qu'on parle beaucoup dans nos cours, ils l'ont. Alors toi, tu vas apprendre beaucoup de ces gens-là. Et ce sont des opportunistes, et tu vas devenir opportuniste toi-même, ne serait-ce qu'à collaborer avec eux autres, ne serait-ce qu'à leur questionner. Et la raison numéro 1 pourquoi j'avais fondé le club, c'était créer un réseautage. Moi, j'ai fait mon argent, j'étais tout seul. J'étais pas capable d'en parler à personne parce que je passais pour un vanteur, mais c'était pas pour me vanter, j'étais tellement excité, il fallait que je le compte à quelqu'un. Mais comment veux-tu, il recule dans 1980, la moyenne des salaires était peut-être 15 000 $, puis moi, je venais de faire 200 000. Ça va compter ça à ton chum en espérant qu'il partage ta joie, mais non, c'est de la jalousie qui embarque. C'est de la jalousie. Mais si j'avais partagé ça, quelqu'un qui avait fait 1 million cette année-là, c'est beau, le jeune continue. Il n'aurait pas été jaloux, mais il aurait peut-être donné des trucs supplémentaires. Alors, le club, c'était pour ça. Se côtoyer entre gens qui font de l'immobilier, qui veulent faire de l'immobilier. Alors, tiens-toi dans des milieux de même. Et ça va t'aider beaucoup, beaucoup à progresser. Énormément. À vous entendre parler, ouais, ben c'est ça, ça a vraiment l'air d'un milieu de passionnés. Faut aimer ça pour faire de l'immobilier. Ouais. Alors, regarde la qualité qu'ont en commun tous les gens qui réussissent, t'as le mot passion dedans. Ouais. C'est bien ce qu'ils font. Tu sais, je pense qu'à la base aussi, tu sais, l'immobilier, c'est vraiment pas pour tout le monde. Tu sais. Puis dans les prochains podcasts qu'on va faire, on va parler de différentes techniques, différents trucs pour s'enrichir. Puis ça se peut que l'immobilier, ce soit pas un de ceux-là. Parce que, tu sais, l'immobilier a pas juste des qualités, c'est des défauts aussi. Tu sais, il faut s'en occuper de notre immobilier. Là, c'est un commerce. C'est un commerce. C'est un commerce. Ben écoutez, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler dans un futur podcast. Je pense que c'était vraiment intéressant.
Puis j'ai vraiment aimé ça. Découvrir aussi Monsieur Lépine. Vous êtes très inspirant, on doit le dire. Là. Merci. On voit que vous avez de l'expérience. Puis comme je vous ai dit, j'en ai appris beaucoup en peu de temps. J'imagine même pas à quel point on peut apprendre. Donc merci. On va avoir probablement, comme je viens de le mentionner, d'autres podcasts pour approfondir le tout. Ce fut un plaisir, messieurs. Merci. Merci, David.